Détour, Martine Galland. La vie comporte toutes sortes de voyages et si Détour aime beaucoup se promener autour de la planète avec ses reporters, les voyages intérieurs de nos invités, écrivains, voyageurs, explorateurs, poètes ou chercheurs ont aussi leur place. C'est à la recherche de lui-même et d'autres dimensions que Philippe Lenef a parcouru les continents. Il est belge, auteur de plusieurs livres autobiographiques, Naissance d'un chaman, J'ai dansé avec mon ombre et le dernier paru, Exploration chamanique, chemin de vie et ouverture du cœur. Tous sont parus aux éditions Le Souffle d'Or. Alors il a fait escale en Suisse pour 2 conférences dans le cadre des cafés Déclic à Morges et à Genève et s'est arrêté au passage à la Maison de la Radio. Bonjour Philippe Lenef. Bonjour. Alors pour vous présenter, on va brièvement parler de votre profession parce que vous êtes ingénieur, vous travaillez à temps partiel comme chef de projet dans un groupe international. Oui, voilà. Donc en fait, j'aime pas beaucoup parler de chamanisme et d'avoir l'étiquette chaman parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans nos pays. Donc c'est un mot un peu usurpé et par respect pour les traditions où il y a vraiment des initiations très très dures pour devenir chaman, voilà, c'est un mot que les éditeurs ont utilisé pour cibler le sujet. Mais si je dois me définir, je suis ingénieur. Ça, c'est le seul papier que j'ai qui dit ce que je suis. Donc, voilà. Oui, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé dans le nucléaire et puis après j'ai travaillé en sidérurgie pendant des années. Et puis j'ai réduit mon temps de travail pour avoir plus de facilité pour mes voyages, les activités et autres. Mais ça me permet vraiment d'avoir un pied dans la réalité, bien ancré dans des projets de la vie de tous les jours. Alors, l'ingénieur a aussi quelques passions, qui sont la plongée sous-marine, le rock'n'roll, puisque vous jouez de la guitare. Ouais, en fait, c'est beaucoup guitare. Donc, pendant des années, j'ai fait beaucoup de rock, jusqu'à un mariage catastrophe, où là, tout s'est arrêté. Et puis après, j'ai laissé tomber tout ce qui était guitare. J'ai appris des tas de percussions, djembé, des congas, des atabaques, un peu partout autour de la planète. Et puis d'autres instruments au passage. Et puis j'ai fini par mettre tout ça ensemble et puis faire de la musique ethnique. Et puis petit à petit, j'ai repris des guitares. Et donc j'ai beaucoup d'instruments à la maison et ça continue à me passionner beaucoup la musique. Oui. Alors parmi vos passions ou vos intérêts, il y a aussi le ski. Et c'est précisément un accident de ski qui a fait changer votre parcours, qui vous a par la suite mené à faire beaucoup de voyages. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter ? Bon, alors en fait, avant le ski, c'est plutôt un mariage raté, un mariage éclair. Donc j'avais une trentaine d'années, j'ai eu un coup de foudre, je me suis marié très très rapidement et ça a tourné à catastrophe. Donc, alors à l'époque, je n'avais des connaissances que en ingénieur, en sciences et en sport et en musique. Ça se limitait à ça. Donc j'avais absolument aucune connaissance psychologique, aucune connaissance humaine. Donc je me suis posé en grande victime d'un mariage catastrophe où je me suis retrouvé à la dérive pendant un moment. J'ai pas été jusqu'à dépressif, mais enfin, c'était pas très loin. Donc j'avais vraiment besoin de soutien, mais je m'en rendais pas encore compte. Et sur ces entrefaites, pour me changer les idées, je suis parti skier. Et lors d'un saut à ski, j'ai fait une réception un peu malheureuse et j'ai eu une petite douleur dans le dos. Alors, cette douleur dans le dos s'est révélée être par la suite un déplacement du sacrum avec 2 hernies discales. Et quand je me suis rendu dans les services de santé voisins pour remettre ça en place, j'ai réalisé qu'au fur et à mesure où les médecins intervenaient pour remettre les vertèbres en place, donc j'avais affaire à un chiropracteur qui était un médecin du sport. Ça s'est aggravé. Donc donc je suis arrivé là en février avec une légère douleur dans le dos et au mois d'avril j'étais paralysé d'une jambe. Les interventions médicales se sont montrées désastreuses sur ma situation. Alors pour passer brièvement les étapes, il fallait vous opérer et puis vous avez dit non à l'opération, vous avez signé une décharge, vous êtes parti de l'hôpital avec la sciatique, la marche difficile, des douleurs épouvantables et vous vous êtes dit je vais chercher ailleurs. En fait, j'ai une sorte de flash comme ça quelque part qui m'a dit je peux pas croire à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est impossible. Il y a quelque chose quelque part. Je sais pas quoi, mais je vais trouver. Donc je suis parti de là en n'ayant aucune idée d'où j'allais chercher parce que j'avais des connaissances en rien du tout. Le monde de la thérapie, etc. Je connaissais pas.
Mais bon, à partir du moment où il y a des décisions comme ça qui sont prises, il y a une sorte de complot de l'univers qui vient aider, et j'ai croisé la route de personnes qui, sans s'en rendre compte, m'ont parlé de difficultés physiques qu'elles avaient. J'ai rencontré tel professionnel de la santé qui fait de l'ostéopathie ou bien de la kinésithérapie, etc. Et puis j'ai fini par rencontrer de fil en aiguille des gens qui étaient de plus en plus à même de percevoir autre chose que juste de la mécanique, comme les médecins l'avaient présenté. Et donc, pour la faire bref, de fil en aiguille, chaque fois qu'on s'occupait de mon dos et de les vertèbres sur un plan purement mécanique pour les remettre en place, ça tenait quelques heures et puis ça ressautait et j'étais de nouveau dans des douleurs atroces. Donc j'ai fini par me dire qu'il y avait peut-être bien d'autres tranches d'intervention qu'on n'avait pas explorées, comme il y a peut-être des aspects psychologiques là derrière ou des aspects spirituels. Alors on va tout de suite dire à ceux qui nous écoutent et qui rêvent d'une solution miracle que c'est un long chemin et qu'il n'y a jamais justement le déclic qui fait que ça va du jour au lendemain. Vous avez en fait engagé votre vie dans cette recherche. Oui, ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc ça fait 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans que j'ai eu cet accident. Le fait de commencer à chercher, donc j'avais vraiment une rage de vivre gigantesque parce que j'étais bon sportif à l'époque et donc je me retrouvais cloué à plus pouvoir bouger, donc ça me mettait dans un état très très difficile, de très grande nervosité. Donc il fallait que je retrouve de la mobilité et j'ai mis toute ma détermination à aller chercher mais pourquoi j'ai ça comme problème, si c'est pas mécanique alors est-ce que c'est psychologique, et puis après est-ce que c'est spirituel, et de fil en aiguille j'ai commencé à faire des tas de découvertes sur moi et notamment sur le fait que j'avais une enfance qui n'avait pas été très très facile et qu'il y a des tas de vécus très douloureux qui n'avaient jamais été exprimés, qui étaient enfouis dans l'inconscient et qui créaient des tensions qui étaient des tensions psychiques qui étaient responsables de tous ces problèmes mécaniques. Dans un temps très court, j'ai plus la sciatique, j'ai plus les vertèbres déplacées et j'ai retrouvé de la force dans la jambe pour refaire du sport. Mais ça, c'était les couches, les premières, les plus accessibles. Après, bon, ça fait 20 ans maintenant que je continue à aller chercher toujours de manière de plus en plus fine quelles sont les couches dans l'inconscient qui n'ont pas encore été libérées de leur charge émotionnelle et de leur charge de stress et qui continuent à me créer régulièrement des tensions et des douleurs dans le dos. Plus invalidantes comme je les avais à l'époque, mais c'est un peu comme enfin dans beaucoup de traditions, pour reprendre ce mot que je voulais pas trop utiliser, mais les chamans en fait ils sont repérés parce que ils ont un accident gravissime ou une maladie extrêmement grave, et c'est par le fait de découvrir eux-mêmes comment en sortir qu'ils se révèlent être des guérisseurs de l'âme. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec des problèmes de dos. Ça fait 25 ans que je fais un voyage intérieur. Et donc, j'ai fini par découvrir un peu comment fonctionne l'âme humaine au travers de ce parcours. Je vous propose, Philippe Lenef, qu'on écoute un peu de musique. Et puis, juste après, vous nous raconterez quelle est la première destination que vous avez prise pour tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posiez. D'accord. D'étranges brumes au bord d'un lac, j'ai trouvé un arbre à plumes. Ma main guidée par sa fièvre lumineuse s'est installée sur son écorce rugueuse. My high feet are tree, I only want to be free. Il m'a confié des secrets, des mystères. Il m'a parlé en langue imaginaire. Il m'a montré chanter l'oubli, l'amour à demi-mot. Loin de la lune et ses cratères cachés, si loin des
étions deux au bord de l'eau immobile. Là-bas le feu, les lumières de la vie. How my feet are tree, my feet are tree. I only want to be free. Mon arbre à plumes, tu m'as donné de tes racines un brin de brume et une de tes branches les plus fines. C'est quand tu me parles, je te comprends mieux que les autres. C'est que ce langage-là, c'est le tien, le mien, le nôtre. Oh, my feet are tree, my feet are tree. I only want to be free. How my feet are tree, my feet are tree. Oh, my feet are tree. I only want to be me. Philippe Le Nef, vous êtes l'auteur de ce livre Exploration chamanique qui paraît au Souffle d'Or. Alors le mot chaman, on va le poser sur d'autres, c'est-à-dire des chamans traditionnels vers lesquels vous vous êtes dirigé. Quelle a été votre première destination, votre premier voyage à la recherche de ces gens-là ? Alors en fait, donc pendant la période où j'ai commencé, donc tout au début quand j'ai commencé à faire des recherches sur moi-même et que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'émotions retenues qui n'étaient pas exprimées, etc. Les premières expériences que j'ai eues en allant déterrer ces vieilles émotions, c'est que j'étais incapable de les soutenir, j'étais incapable de les accueillir, et je me suis retrouvé projeté spontanément dans des états de transe, donc de conscience modifiée, qui me permettaient à la fois au corps de libérer de l'énergie retenue, mais en même temps qui permettait à ma conscience à moi de pas être confronté à l'importance, à l'intensité de ce qui se revivait. Donc c'était un mode d'échappement, d'évitement. Alors chacun, en fonction de ses dons et de ses qualités, se trouve des modes d'évitement. Alors certains, ils prennent l'alcool, le sexe, la drogue, le chocolat, etc. Et il se trouve que chez moi, spontanément, je me suis retrouvé en état de transe. J'avais aucune idée de ce que c'était, mais ça s'est déclaré subitement, et j'étais en présence d'un anthropologue qui a reconnu ce type de transe et qui a annoncé, voilà, j'étais dans une transe de type chamanique et que tout allait bien, qu'il fallait me laisser là, et que ça allait, j'allais en sortir tout seul au bout d'un temps, et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc, je me suis retrouvé à être confronté de plus en plus à des états de transe chamanique, en n'ayant aucune expérience de ce que c'était et n'ayant pas autour de moi des personnes pouvant m'expliquer, pouvant me guider, pouvant m'aider à gérer ces états-là. Alors vous êtes allé où ? Alors jusqu'au jour où une personne m'a dit ah ben écoute, puisque tu fais des percussions, que tu es musicien et puis que tu as des états de transe, ben il y a une brésilienne qui est de passage tout près de chez toi et qui vient avec des percussionnistes qui ont été initiés à jouer des rythmes en lien avec la terre, l'eau, le feu et j'oublie l'autre, le terre, feu, eau, air. Donc j'y suis allé comme musicien, juste pour voir.
Sauf que tout le stage, c'était en état de transe et en état de conscience modifiée. Et donc, je me suis retrouvé projeté pendant 2 jours dans ces états-là, à l'issue desquels la brésilienne m'a dit il y a besoin de mettre de l'ordre dans tout ce qui t'arrive. Et si tu reviens avec moi au Brésil, tu seras initié dans la tradition de l'Umbanda. Donc, la première étape, c'était le Brésil, où là-bas, dans cette tradition-là, ils développent de la transe médiumnique. Ça se passait où? Ça se passait... Alors, ça se passait dans une vallée de verdure à 1 heure de route de São Paulo, au Brésil. Donc, une fois que je me suis retrouvé là, j'ai commencé à pratiquer avec les personnes qui étaient là et à me laisser initier progressivement. Et puis cette initiation, elle s'est jamais arrêtée puisque ça fait 20 ans que je suis dans cette pratique d'Umbanda et ça m'a vraiment permis de gérer ces états-là. En fait, avant d'avoir tous ces enseignements-là, les transes que je vivais se déclenchaient spontanément. C'était sauvage. Alors, racontez-nous une transe, celle que vous viviez spontanément. Pardon? Il se passait quoi quand ça arrivait? Alors j'avais l'impression que ma conscience tombait dans un trou noir. Donc je me sentais perdre pied, un peu comme on pourrait faire une chute de tension. Et c'était tout de suite suivi après de soubresauts, de tremblements au niveau du corps. Et l'étape après, je me sentais extrêmement animal. Donc je pouvais me retrouver dans des attitudes où je reniflais l'air comme le ferait un chien, et j'avais des perceptions étonnantes sur l'état de santé psychique des gens quand je faisais ça. Donc j'étais dans des attitudes très très animales. Je ne parlais plus, j'étais plutôt en train de gronder et d'émettre des tas de sons un peu improbables. Mais en reniflant l'air, je percevais toute la détresse des gens qui étaient autour de moi. Et quand vous vous êtes retrouvé au Brésil, tout ce que vous aviez pu vivre un peu avec étonnement ici en Europe, en Belgique, faisait sens? Alors, pas complètement, parce que là-bas, ils travaillent pas la transe chamanique, les animaux de pouvoir, et donc c'est un peu comme si ce que j'avais vécu ne les intéressait absolument pas. On n'en a même jamais parlé. Ce qui était intéressant pour eux, c'était l'accès que j'avais aux états de transe. Donc j'ai été initié à rentrer dans un autre type de transe et ce sont d'autres types de transes qui ont pris la place. Mais celles-là, elles étaient beaucoup plus structurées, orchestrées. J'ai appris à rentrer dedans, à en sortir et que ça ne soit plus complètement sauvage. Philippe Lenève, vous nous parlez du premier voyage, Brésil, Umbanda, pas loin de Sao Paulo. Et puis par la suite, vous êtes allé dans de nombreux pays, Polynésie, Tanzanie, Afrique du Sud, en Amazonie aussi, au Brésil, voir des Indiens, les Andes péruviennes, en Europe aussi, à la recherche de rituels chamaniques. Est-ce qu'il y a un voyage en particulier que vous pourriez nous raconter ? D'abord, je suis allé à la recherche de rien du tout. Donc, je n'ai jamais rien recherché. Donc, vous n'êtes pas chaman et vous n'êtes pas parti à la recherche. Non. Faudra que je refasse mes intros. Oui. Donc, je suis pas parti à la recherche de quoi que ce soit. C'était de fil en aiguille. Ça s'est fait spontanément. Donc, par exemple, comme j'ai fait beaucoup de biodanse, et j'ai eu une formation, puis je suis devenu directeur d'école, etc. Je me suis retrouvé invité en Afrique du Sud dans le cadre de la biodanse. Et c'est clair qu'en Afrique du Sud, il y a énormément de chamans, des sangomas, des guérisseurs traditionnels. Et c'est un monde qui me passionne, mais je suis fan de rien du tout. Donc en Afrique du Sud, c'est un moment très particulier. Après le congrès de biodanse, j'étais avec des amis dans un petit pays à côté de l'Afrique du Sud. Lequel ? Au Swaziland, et je me retrouve dans un marché traditionnel avec 2 amis, on était les seuls blancs dans le coin, et je passe devant l'étal de ce que les guérisseurs traditionnels utilisent pour faire justement le rituel. Alors il y avait, je sais pas moi, une peau de serpent, une queue de singe, une dent de félin, il y avait des plantes, il y avait des poudres, il y avait des pierres, il y avait des tas de trucs, et au moment où je passe devant l'étal, je me retrouve bloqué, comme arrêté par une main invisible, hein, et je suis, mon regard est attiré par des racines. J'ai aucune idée de ce que c'est. Quand je pose la question, la personne ne sait pas me répondre parce qu'elle parle pas anglais, et même le nom de la racine en dialecte local ne me disait rien.
Et tout de suite, il y a la partie très très cartésienne de l'ingénieur que vous êtes me dit bon, laisse tomber. Et donc je laisse tomber. Je continue mon chemin. Sur le retour, je fais vraiment pas exprès. Je repasse devant l'étal. Pareil, arrêt sur image, je me trouve bloqué devant ces racines. Alors j'hésite, je les prends pas. Il y a une part de moi qui veut à tout prix les prendre, et toujours la partie cartésienne qui me dit bon, laisse tomber. Tu vas faire quoi avec ça? T'as aucune idée à quoi ça sert. C'était quoi, des racines de plantes? Ouais, c'était comme des morceaux de réglisse, des gros morceaux de réglisse. Je retrouve d'autres amis à la voiture, et au moment où la conductrice est prête à démarrer, ça devient plus fort que tout. Je ne peux pas partir sans avoir pris ces plantes. Donc je repars en courant sur le marché, je vais acheter un sachet avec ces racines-là, et que je ramène avec moi. Dans la voiture, il y a une amie australienne, mais qui vit en Afrique du Sud, et qui, elle, est en contact avec des sangomas. Et elle me dit, écoute, si tu veux, je t'emmène voir une sangoma. Je dis, non, j'ai pas envie d'aller faire une visite touristique, ça m'intéresse pas. Et elle me dit, écoute, laisse-moi un bout de ta racine. Alors je lui laisse un bout de la racine, et le lendemain, j'étais dans l'avion de retour en Europe. Donc, il n'y a pas de rencontre qui se fait, et je lui laisse un bout de racine parce qu'elle est curieuse de ça. Et puis dans les jours qui suivent, je reçois un email de sa part où elle me dit, écoute, je suis allé voir mon ami Sangoma avec ta racine, et elle a exigé que la prochaine fois que tu venais en Afrique du Sud, je t'emmène la voir parce que il y a une connexion qui s'est faite. Et donc, je suis retourné une deuxième fois pour d'autres stages. Et là, je me suis laissé emmener auprès de la Sangoma, et j'ai rencontré une personne tout à fait extraordinaire qui m'a introduit à la magie des Sangoma, leur manière de guérir, au culte des ancêtres. Je me suis retrouvé emmené dans une vallée secrète en Afrique du Sud où tous les Sangomas sont initiés. Et j'ai eu la chance inouïe d'aller passer toute une journée dans ce lieu de très haute spiritualité et de très très haute magie africaine, et ça s'est passé comme ça, de manière tout à fait, spontanée, par une invitation, quoi. Philippe Lenef, parlez-nous de cette femme en Afrique du Sud. Qui est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Donc elle s'appelle Toko, et c'est une dame qui fait partie de la même ethnie que Nelson Mandela. Et donc elle a toujours vécu à Soweto, et quand je l'ai rencontrée, j'étais impressionné par l'amour qui se dégage de cette personne. Elle avait vraiment une présence vraiment exceptionnelle dans le groupe dans lequel on était, d'une gentillesse, d'une ouverture impressionnante, et en même temps, quand elle regardait quelqu'un dans les yeux, elle traversait la personne et elle voyait tout un monde qui était invisible pour nous, présents. Une femme de quel âge? Elle approche 80 ans. Elle a une énergie colossale. Elle habite toujours au cœur de Soweto. Et elle voit les esprits autour des personnes, elle voit les ancêtres, elle voit les conflits dans les ancêtres. Enfin, elle est dans son monde, et avec une gentillesse incroyable. Elle donne des informations et elle fait faire des petits rituels. Et parfois, juste 2-3 paroles venant de sa part, ça change le monde des personnes qui la côtoient. Et les gens de Soweto se rendent vers elle en consultation, ou oui, comment ça en fait, se passe? il en vient de partout en Afrique parce qu'elle est connue. Donc les gens de Soweto, puis de Johannesburg, et puis de Cape Town, et puis enfin d'un peu partout en Afrique parce qu'elle a une certaine renommée là-bas. Alors de fil en aiguille, alors il y a une chose qui s'est passée qui était systématiquement identique dans tous les pays où je suis allé, où j'ai systématiquement rencontré des chamans. C'est que sans parler de chamanisme, systématiquement, ces personnes-là ont vu quelque chose en moi où ils m'ont assimilé à leur monde. Et donc, ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Quand je suis arrivé pour la voir et que j'ai demandé une consultation, comme si je connaissais absolument rien dans le domaine, juste histoire d'être introduit à sa tradition des ancêtres. Et donc, elle s'est mise dans un état de transe, de connexion avec les esprits, et puis elles ont des osselets, et donc elle a fait une divination, elle a commencé à me raconter plein de choses qui avaient trait justement à tout le parcours que j'ai dû faire pour me guérir de ma jambe. Elle m'a parlé de mes parents, etc., du vécu que j'avais eu. Et puis après, quand c'est terminé, elle me tend son poignet en me disant tu peux pas faire quelque chose pour moi parce que je dois avoir le poignet brisé ou un os fêlé, et je n'ai pas les initiations pour réparer les os.
Et bon, moi, je vais pas les initiations pour réparer les os non plus. Et puis, elle s'est retrouvée avec le poignet, avec plus aucune douleur au poignet. Donc, elle m'a tout de suite considéré comme faisant partie de la famille des Sangoma. C'est comme ça qu'elle m'a emmené dans la vallée où ils sont initiés. Et j'ai un attachement à elle comme si c'était ma deuxième mère. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur et que quand vous parlez de mystère, de magie, il y a certaines personnes mettront d'autres mots là-dessus, de miracle, ce que vous venez de raconter. Comment l'occidental que vous êtes, ingénieur pragmatique, s'est familiarisé avec ce monde-là? Ben en fait, j'ai beaucoup lu Jung. Ça mettait des mots sur des expériences que j'avais vécues. Jung, pour moi, c'était un vrai chaman, mais avec un esprit scientifique tel qu'il a pu mettre les choses en lettres pour les esprits occidentaux. Mais il avait vraiment des accès par des biais de ce que moi j'appelle des états de conscience modifiés, et en lisant ses propos, ça a commencé à mettre des mots et à structurer les expériences que j'avais. Donc je me suis retrouvé à pouvoir assez facilement, je dirais, rationaliser, ou en tout cas exprimer à l'occidental des notions qui pourraient paraître complètement mystiques ou mystérieuses si on se limitait à la mythologie et aux récits qu'on trouve dans d'autres traditions. Et donc, pour moi, au bout d'un moment donné, c'est devenu extrêmement cartésien. J'ai une perception de tous ces mystères-là, des esprits, de l'âme, des émotions foulées, etc. J'ai une perception, je dirais, quasi informatique. Je dirais que, à force d'avoir été à la recherche de tout ce qui était refoulé comme émotion, comme sensation, j'ai rendu de plus en plus de vie à mon corps. C'est comme si mon corps me parle avec une sensibilité exacerbée, et c'est mon corps qui me donne les informations. Donc les perceptions, elles sont le reflet de notre nature humaine. J'ai des tas d'informations. Après, la manière dont j'organise les informations, pour moi, je peux expliquer ça avec un programme informatique. Mais on est dans une société qui nous apprend pas à percevoir ça. On est une société qui cherche à faire de nous des gens qui manifestent une sorte de calme apparent au niveau émotionnel pour pas que ça fasse du bruit et du chaos. Et on est conditionné à être performant dans un monde capitaliste. Donc c'est plus du tout les mêmes options de vie. Alors je vous propose, Philippe Lenève, qu'on reparle de ça, de comment on est construit, nous, occidentaux, dans ce monde-là, par rapport aux Indiens Shipibo, que vous avez connus en Amazonie. Ça sera après cette musique. D'accord. Philippe Lenève, dans vos explorations chamaniques dans différents endroits du monde, sur différents continents, vous avez rencontré en Amazonie, au Brésil, les Indiens Shipibo. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux, déjà nous raconter leur environnement, votre lien, comment vous les avez rencontrés? Donc en fait ces Indiens Shipibo-là, donc c'est à la frontière de l'Amazonie, mais je les ai rencontrés au Pérou, à un endroit qui s'appelle Pucallpa. Donc les gens qui sont férus de trip à l'ayahuasca reconnaîtront l'endroit. En fait, on devait emmener une trentaine de participants à la rencontre des traditions ancestrales
justement pour leur permettre d'expérimenter que les enseignements qu'on leur donne, qui donnent une impression d'être très cartésiens, en fait, sont juste une expression occidentale de choses, de structures de pensée qu'on retrouve dans toutes les traditions chamaniques autour de la planète. J'avais la chance d'avoir un ami qui avait vécu pendant plusieurs années chez les Shipibo et donc était en contact avec de très grands chamans là-bas. Donc on s'est donné rendez-vous à Pucallpa. Et les chamans ont fait 2 jours de pirogue pour arriver de Peque pour arriver jusque Pucallpa. Et en attendant de voir arriver nos participants, on avait 2 jours devant nous pour apprendre un peu de leur tradition, un peu voir leurs cérémonies, etc. Alors je savais qu'ils consommaient de l'ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est une racine qui est associée à une plante, la chacruna, et les deux ensemble, selon un processus très complexe, donnent un substrat hallucinogène. Donc le produit final, c'est une boisson qui ressemble à une sorte de boue. C'est pas très bon. Je dis c'est pas très bon, c'est au vu de la grimace que font ceux qui la boivent, puisque j'ai pas goûté ça. Et assez épais. Ils en boivent l'équivalent d'un verre à gouttes, donc très très peu. Et en un quart d'heure, 20 minutes, elle donne accès à des visions, à des expressions très imagées, très symboliques de l'âme des personnes qui sont en face d'eux. Elle fait changer d'état de conscience. Elle fait changer d'état de conscience. Donc dans cette cérémonie, le chaman et mon ami qui avait été initié par le chaman là, ils ont tous les deux pris cette plante. Et j'étais là, moi, avec mon épouse, on était en face d'eux, en s'appuyant sur notre capacité, par le biais de transmédiumnique, à rentrer dans des états de conscience modifiés, mais sans utiliser l'ayahuasca. Et il s'est passé quelque chose de très étonnant, c'est que on s'est d'abord retrouvés tous les 4 endormis pendant une demi-heure. Vous pouvez juste nous donner le décor ? Ah oui, donc en fait, on est donc aux portes de l'Amazonie. On est dans une cabane avec une moustiquaire, une cabane ouverte avec un toit de feuillage, sur une maison de pilotis, et dans une moustiquaire, et on est de nuit. Alors c'est impressionnant. Il y a le bruit de la forêt autour. Parce qu'en fait, il y a plus de bruit la nuit que de jour. Ouais. Donc le jour, on entend les camions qui circulent dans la forêt et on entend les chiens. Mais la nuit, il y a les grillons, les crapauds, les oiseaux de nuit. Enfin, il y a un véritable raffut hallucinant pendant la nuit. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Et au milieu de tous ces bruits, il y a le chaman, quand il soigne, il chante des icaros, donc des chants sacrés, où la vibration du chant sert à venir mettre en mouvement les figements et les chaos chez ces patients. Mais au moment où ils prennent la plante, certains chamans, et c'était le cas de celui avec lequel on était, ils tombent endormis pendant 20 minutes, une demi-heure. Et comme nous, on était en état de perception très très subtile de l'environnement, on a aussi senti cette fatigue. Donc on s'est tous les 4 endormis pendant à peu près une demi-heure. Et quand le chaman a vraiment été en lien avec sa plante, il a commencé à chanter, et chanter pour nous. C'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc, on s'est retrouvés éveillés tous les 4, dans un état de transe profond dans les secondes qui ont suivi. Et donc, en fait, cette cérémonie-là, elle nous servait à dresser une sorte de cartographie de comment on va faire pour que nos participants, on leur permette de rentrer dans ce monde-là sans consommer de l'ayahuasca, mais tout en profitant de ce que le chaman pouvait faire comme ouverture vers des états de grâce par la magie de ces chants. Et donc, quand la cérémonie se termine, je sais qu'il reste une journée, et donc tout de suite, je demande est-ce qu'on peut avoir une deuxième cérémonie le lendemain, histoire d'être un peu habitué. Hein. Une fois, c'est un peu juste. 2 fois, on est déjà très très habitué. C'est le double. Et à ce moment-là, le chaman vient me trouver, il me dit « Oui, il y a vraiment pas de problème et je voudrais que tu m'aides à soigner ma femme. » Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que, comme en Afrique du Sud, les chamans vous perçoivent comme chaman et vous demandent de l'aide. Oui. Donc, moi, j'en revenais pas. Surtout que, comme il s'exprime en espagnol, à demi-mot, il me fait comprendre qu'il veut que je l'aide à soigner sa femme. Mais je ne sais pas de quoi il retourne. La discussion s'arrête là. Donc, le lendemain, on se retrouve dans une cérémonie et sa femme est présente.
Et dans ce que j'ai compris de l'aide qu'il me demande, je vois ça comme un cadeau qu'il me fait d'intervenir dans la cérémonie que lui va orchestrer pour soigner sa femme. Quand ils prennent de l'ayahuasca, ils ont toujours une bassine près d'eux parce que certains peuvent vomir ou cracher dans la bassine. En plus, ils fument, donc ça permet de mettre les mégots de cigarettes. Enfin bref, il y a une petite bassine à côté. Il fait très très noir. Et dans la proposition d'aide qu'il me fait, je perçois ça comme un honneur d'être à son service par rapport au rituel qu'il va orchestrer pour sa femme. Et donc, je m'assieds à côté de lui et avec la bassine, c'est moi qui je sers la bassine à tous ceux qui ont pris l'ayahuasca autour, qui sont prêts à intervenir, et je fais la petite main au service du chaman. Et puis il me regarde avec étonnement, il me dit mais je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu soignes ma femme. Je dis mais je sais pas soigner ta femme en chantant les icaros avec l'ayahuasca, etc. Il dit non, tu fais comme tu fais avec tes participants. Donc, on a refait le même type de cérémonie où lui, en prenant l'ayahuasca, il a pu voir les douleurs qu'avait sa femme, il a pu voir ce qu'il percevait chez moi comme compétence pour faire ça. Et au cours de cette cérémonie-là, juste en la touchant, j'ai pu rentrer dans quelques chaos émotionnels qui lui restaient, les libérer et faire en sorte que le lendemain, elle était toute souriante et c'était la fin du problème. Mais il est assez ambigu, votre discours, Philippe Lenève, parce que vous dites « je ne suis pas chaman », j'utilise ce mot avec des pincettes, et en fait, tous les récits que vous faites, c'est pour raconter que vous êtes autant chaman que les chamans traditionnels que vous avez rencontrés, qui vous ont reconnu comme tel. Je sais toujours pas ce que c'est en ce qui me concerne, j'ai développé des capacités de perception dans l'inconscient et au niveau de l'âme, et ces capacités de perception me permettent aussi d'intervenir et d'interagir avec les blessures de l'âme et les difficultés psychologiques d'une personne. Bon, je ne sais pas si on appelle ça un chaman. Donc, je dirais que ma compétence, elle est de percevoir. Si je touche une personne pendant 10 secondes, j'ai un accès immédiat à tout ce qui est refoulé dans l'inconscient, qui n'est pas accessible à la personne, mais qui est la cause peut-être de toute une série de difficultés qu'elle a et pour lesquelles elle va voir des psychothérapeutes locaux. Donc j'ai cette compétence-là. Oui, mais vous vous rendez bien compte que c'est énorme. Le fait que des chamans traditionnels vous reconnaissent comme chaman, vous, occidental, qui êtes né avec la structure élevée pour être compétitif, poli et fonctionnel. Oui, je sais plus. Ça me semble tellement... Donc ça veut dire que c'est possible. Qu'avez-vous compris de la construction, peut-être mentale ou psychologique, des Indiens Shipibo par rapport aux Occidentaux? Parce que vous disiez qu'il y a une différence énorme dans la manière dont on est construit et dont on perçoit le monde. Oui. En fait, ces personnes-là sont éduquées avec un rapport extrêmement proche de la nature, qui est sacrée, et leur nature est sacrée aussi. Et ils ne sont pas éduqués avec un niveau de censure extrême de leurs expressions d'instinct et de leurs émotions comme chez nous. Il n'y a pas cette rigidité, ce formatage au profit du capitalisme ou du monde entrepreneurial, industriel dans lequel nous sommes. Et donc, des refoulements émotionnels, c'est-à-dire des émotions qui ont été censurées dans leur expression au nom d'une autorité quelle qu'elle soit, ça n'existe pas chez eux. Et en fait... Mais il y a bien des rapports parents-enfants, ils ont beaucoup de problèmes avec ceux qui détruisent la forêt. Il doit y en avoir des émotions refoulées, non? Alors c'est là que les problèmes commencent. Donc, tant qu'ils sont pas au contact de notre monde, pour ce qui est de la femme du chaman, en fait, 14 ans auparavant, elle avait fait une fausse couche, un bébé qui était mort-né, et cette tristesse-là n'avait pas été évacuée. Donc elle était... Pour dire que même au milieu de la forêt, vivant en tribu, les émotions refoulées peuvent exister. Mais c'est extrêmement rare. Donc en fait, il y avait ça. Mais comme ça n'existe pas dans son monde, le chaman n'est pas outillé pour aller résoudre des problèmes qui n'existent pas dans son monde. Et comme c'est tellement improbable d'avoir des émotions refoulées chez eux, sa femme avait
par rapport à ce que nous, on peut accumuler comme refoulement émotionnel, qui sont gigantesques, elle était dans quelque chose d'imperceptible. Ça veut dire, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour sentir où était le problème, parce qu'au départ, je percevais rien. Là-bas, je percevais rien. Il m'a fallu un certain temps pour aller chercher l'information. Jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait le deuil d'un enfant mort-né 14 ans auparavant qui n'avait pas été clôturé. Eh ben, juste ce refoulement émotionnel lui créait du feu dans les reins et tout le dos, musculairement parlant, la faisait atrocement souffrir. Elle était dans des tensions musculaires gigantesques. Et pendant que je soignais la femme, j'ai aussi vu que ses fils étaient dans cet état-là. Et c'était le stress que créait justement le capitalisme qui s'approchait de la forêt, et qui changeait complètement leur mode de relation à leur quotidien, et ils n'avaient pas les outils pour appréhender ça. Et donc juste le stress que ça produisait créait des effets dramatiques au niveau physique chez eux. Tape du pied, vas-y, tape du pied. Y'a que comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sur la terre m'effraie autant que toi. Des catacombes, des ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends l'appel comme on prend le large, entends l'appel. Déterre, déterre-les. Déterre-toi. Comme tu veux, vas-y, comme tu veux. Laisse monter le trop-plein à la lisière des yeux. Comme tu veux, vas-y, comme tu veux. Fais jaillir le ras-le-bol à rabord qui prend feu. Comme tu veux, vas-y, comme tu veux. Sens-tu le sol se fendre en deux. Abandonne, vas-y, abandonne. Pour qu'un nouveau chaque seconde t'étonne. Abandonne, vas-y, abandonne. Tu pèses plus rien, toi qui pesais des tonnes. Abandonne, vas-y, abandonne. Arrêtez pour qu'un terre sous tes pieds résonne. Déterre, c'était le titre de cette chanson de Zaz. Détour accueille Philippe Lenef, aujourd'hui auteur du livre Exploration chamanique au souffle d'or. Alors vous nous racontiez tout à l'heure que vous avez emmené un groupe d'occidentaux en Amazonie auprès des Indiens Chipibos. Donc en Occident, on a une grande quête de sens, une quête de peut-être plus de conscience ou en tout cas de mieux-être, idéalement immédiat. Comment est-ce que vous mettez en relation les chamans traditionnels de différents pays par rapport à nos préoccupations, à nos besoins d'occidentaux? Je dirais, par rapport aux Chipibos, c'était très particulier parce que ils vivent encore dans un monde relativement préservé. Et donc, comme ils souffrent très peu d'émotions foulées, ça veut dire que leur manière de vivre la vie de tous les jours, elle est très proche de ce qu'un enfant qui aurait 4-5 ans vivrait chez nous. C'est-à-dire que dès le moment où un enfant a une frustration, la libération de son stress se fait par de l'émotionnel qui est instantané, et dès le moment où l'émotion est exprimée, il y a un retour à l'équilibre immédiat. Par exemple, si un enfant court et tombe, la peur qu'il va avoir en tombant
va s'exprimer peut-être par des cris, des hurlements qui vont durer quelques secondes, et puis ça va s'arrêter net, et il va y avoir un retour à l'équilibre instantané, avec pas d'effet secondaire. Comme eux ont une éducation qui ne les prive jamais de ces manifestations-là, mais elles sont juste accueillies. Donc à force d'être accueillies, et ça finit par se calmer dans l'expression, mais pas être refoulé, c'est dirigé, pas refoulé. Ils continuent donc à avoir une relation au monde qui est très enfantine. Et donc, quand des Européens vont au contact de ces chamans pour recevoir des soins en utilisant, par exemple, de l'ayahuasca, ce qu'on ne comprend pas bien chez nous, c'est que ces gens-là n'ont pas la même structure psychique que nous. Et donc, l'ayahuasca fait pas du tout la même chose. Et donc, c'est comme s'il y a deux personnes qui se rencontrent dans des mondes qui sont extrêmement différents, en ne sachant pas qu'ils sont dans des mondes très très différents. Et quand des Occidentaux, quand nous cherchons à aller mieux, on peut se heurter à des sensations impalpables, de problèmes, mais qui sont justement ces refoulements dans l'inconscient, mais où il y a énormément de rigidité en nous. Et ça prend des années d'aller redéfaire toutes ces rigidités parce qu'elles se sont installées pour nous protéger. Donc on peut pas dire du jour au lendemain, j'enlève toutes mes protections. Mais certaines personnes ne veulent pas ou n'ont pas la conscience de ce long chemin à faire pour aller réassouplir la cuirasse. Alors ils se disent, j'ai qu'à faire comme eux là-bas, je vais prendre la plante et ça va me résoudre tous mes problèmes. Ou alors ils font un long chemin et ils estiment qu'à un moment donné, un catalyseur tel que ce produit pourrait contribuer à leur cheminement. Aussi, par exemple. Mais comme nous autres, on a emmené des Occidentaux auprès de ces chamans et on leur a demandé aux chamans de faire des cérémonies pour nos participants, sachant qu'aucun des participants ne prend l'ayahuasca. Il n'y a que le chaman qui la prend. Et dans l'état de transe dans lequel il est, en utilisant ces chants sacrés, il crée une ambiance propice à l'émergence d'émotions, à l'émergence d'états de grâce, etc., qui ont des effets extrêmement profonds sur les participants. Sauf que ces chamans ont la réputation, en une cérémonie, de pouvoir s'occuper d'une quinzaine de personnes. Et ça s'est systématiquement produit de la même manière. Après s'occuper de 3 de nos participants, les chamans s'endormaient, ils étaient fracassés, ils s'endormaient pour le reste de la nuit et la cérémonie s'arrêtait. Et donc au bout de quelques fois... face à la complexité de nos structures occidentales. Au début, on s'est dit, ils assument pas le contrat. Réaction, bien sûr. Oui. Et comme un de ces chamans, c'est un ami, j'ai fini par aller lui demander, mais dis-moi ce que tu vois. Fais-moi rentrer dans ton monde. Qu'est-ce que tu vois de nos participants? Qu'est-ce que tu vois des Occidentaux? Et qu'est-ce qui se passe avec les gens de ton village? Alors, il expliquait que dans son village, il peut soigner 15 personnes en même temps. Parce que les Icaros, donc les chants sacrés, vont venir harmoniser quelque chose qui relève de problèmes collectifs. Ça veut dire que dans son village, il y a un sens de la communauté, il y a un sens du collectif qui est extrêmement profond. On dit souvent dans les villages comme ça que quand une personne est malade, tout le village est malade, parce qu'ils sont tous en lien. Donc, soigner une personne n'a pas beaucoup de sens. On soigne toute la communauté. Et ils ont des psychismes qui sont extrêmement fluides et ils n'ont pas de rigidité au niveau de leur identité comme nous on en a. Et donc, en une cérémonie, il arrive à toucher et créer des changements sur 15 personnes. Quand des Occidentaux arrivent, ils vont arriver des personnes qui n'ont plus aucun lien à la communauté, plus de valeurs collectives, un individualisme forcené, un matérialisme forcené, et ils s'épuisent avec ces chants à ne pas arriver à les percer le bunker dans lequel les Occidentaux se sont enfermés à cause de leur tradition. Est-ce que vous pensez, Philippe Lenève, que l'Occident va, je parle pas de demain, mais va tranquillement vers un élargissement, une ouverture par rapport à ce système extrêmement structuré dans lequel on est coincé, peut-être? Alors, une chose est sûre, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes, voire d'exigences au droit, au bien-être. Il y a 2 générations de ça, c'était pas le cas du tout. Donc, il y a de plus en plus de demandes. Alors, en même temps, nous sommes la civilisation qui est la plus technologique. Et donc, très régulièrement, il y a quelqu'un qui trouve une nouvelle technique. Mais, quelles que soient les techniques, moi, je constate que il y a un espace duquel on ne peut pas sortir. L'espace duquel on ne peut pas sortir, c'est la vie. La vie a prévu, depuis des millions d'années, que nous restions en équilibre harmonieux
par des expressions qui relèvent des instincts et qui relèvent des émotions. Et donc, je suis assez circonspect quand je vois que fleurissent des tonnes de techniques qui sont supposées ne pas devoir repasser par des charges émotionnelles simplement parce que j'ai fait un petit exercice énergétique. Pour moi, ça n'existe pas. Ou alors, c'est quelque chose de complètement superficiel et la personne se retrouve dans du déni parce qu'elle va commencer à croire, à se forcer à croire à des espaces qui ne sont pas réels. Sinon, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait d'aller libérer ces charges émotionnelles. Alors, si la nouvelle technique facilite l'accès aux libérations émotionnelles, tant mieux. Mais en général, il y a tellement de peur de retourner dans ces espaces-là que ce qui fait vendre la technique, c'est le fait de pouvoir y aller sans douleur. Y aller sans douleur. Et donc, non, c'est pas possible. On peut arranger quelques petites choses en surface, mais faire un vrai chemin de transformation profond en conscience, un chemin initiatique pour sa vie, c'est impossible. C'est impossible. On a fait une boucle depuis près d'une heure sur la première, dans ce détour autour de votre livre, Philippe Le Nef, Exploration chamanique. J'ai aussi un CD entre les mains. On va pas faire le tour de la question, on a fait le tour de l'heure, ce qui est plus facile à faire. Dites-moi quelques mots de ce CD et on va terminer l'émission sur ces notes. D'accord. En fait... j'ai rencontré une personne qui jouait de ce qu'on appelle le thumb piano, le piano avec pouce, les doigts, avec les doigts là, on oui. joue avec les pouces, puis il y a des petites baguettes en fer. Voilà. Alors j'ai commencé à jouer de cet instrument et très vite je me suis de nouveau retrouvé dans un état de conscience un peu modifié où il y a des mots qui sont venus, des paroles mais qui n'ont pas qui ne relèvent d'aucun dialecte particulier et un chant est venu et j'ai commencé à chanter ce chant très régulièrement et je me suis rendu compte que ça avait vraiment un impact sur les personnes qui m'écoutaient chanter cette petite musique-là. Et donc de fil en aiguille, le morceau il s'enrichit de tas de percussions, de tas d'autres instruments que j'ai trouvés un peu partout autour de la planète, et je me suis dit bon, si je me faisais plaisir à l'enregistrer, puisque j'avais mon passif de musicien avorté, de scène avorté qui revenait, j'ai commencé à l'orchestrer, à le mettre en musique, à l'enregistrer, et puis en sont venus plein d'autres, toujours en état de conscience modifié, et j'avais l'impression que ces morceaux-là prenaient corps comme une sorte d'offrande à tous les ancêtres qui m'avaient accompagné pendant que j'ai fait tout ce chemin-là. Et donc voilà, le CD, il est né comme ça, avec des tas de photos de sites et de lieux sacrés. Il expliquait, chaque chanson est en lien avec des divinités, des forces de la nature. Et il y a systématiquement une explication en anglais, en portugais, en français, avec un livret de photos. Et ben voilà. Je remercie Philippe Le Nef. Je ne sais pas si on aura le temps, avant les informations, d'écouter toutes les progressions du morceau. Mais si jamais vous avez également un site internet sur lequel on trouve des musiques. Nous avons mis votre site en lien sur le nôtre, rts.ch/détour. Ma doucine Noé, ma doucine Noé, aetinae, 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 aetinae. Ma doucine Noé, ma doucine Voilà quelques notes de ces musiques que vous avez appelé ce disque Tribu aux ancêtres. Tribute to the Ancestors, oui, c'est donc hommage aux ancêtres, parce que j'ai vraiment eu le sentiment que
dans ce que j'ai pu parcourir de solitude dans ce voyage intérieur, finalement, je me suis senti très accompagné par l'invisible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout ce voyage intérieur sont les épreuves de la vie, c'est les ruptures, c'est les accidents de santé, c'est tout ça qui vous a amené à ces recherches, à ces voyages, et puis à découvrir aussi d'autres capacités en vous. Oui, et en fait, ce sont vraiment, c'est les aléas de la vie qui permettent de grandir en conscience et de prendre de plus en plus la mesure de qui on est. Et donc, c'était pas drôle, mais je suis ravi. Merci Philippe Le Neff. Merci beaucoup. Tout de suite, les informations, puisqu'il est déjà 16h sur la première.